Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, je te présente l'entretien que j'ai fait avec Manon. Manon, elle est étudiante en double licence Histoire Sciences Politiques à la Sorbonne et j'ai voulu la rencontrer parce que j'ai pas mal d'élèves qui hésitent entre licence, double licence, prépa et pour moi, c'est pas forcément toujours très clair. Donc, je me suis dit que je pourrais lui poser des questions et je pense que ces réponses vont t'aider à comprendre comment fonctionne une double licence. Bonne écoute! Bonjour Manon et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça me fait très plaisir parce que Manon, moi je t'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. On ne se connaissait pas avant aujourd'hui. Je t'ai suivi l'année dernière avec ton compte qui s'appelait pas comme ça mais qui aujourd'hui s'appelle Manon Studi et tu m'as énormément apporté et donc je suis contente de te rencontrer enfin. Comment ça va? Alors, ça va bien. Moi aussi, je suis très contente de pouvoir faire ça, de pouvoir, parler un peu, de plein de sujets qu'on va pouvoir évoquer et de pouvoir aider un peu, tout à chacun qui cherche un peu sa voie en ce moment. Bah, super. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, peut-être nous commencer par nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu as fait, ton bac, le lycée, etc. Voilà, nous en dire un peu plus sur toi. Bien sûr, alors, je m'appelle Manon, pour commencer. J'ai 19 ans et je viens, de l'île de la Réunion. Je tiens à le préciser parce que c'est pas si courant que ça, surtout en métropole. Alors, j'ai passé un bac général l'année dernière, en 2022, donc j'ai eu le droit à la fameuse, réforme du bac. Avec, les spécialités HGSP, SES et en première, mathématiques. D'accord. Et donc, tu avais laissé tomber les maths en terminale, c'est ça? Oui, j'ai complètement laissé tomber les maths, donc pas de spécialité maths, pas de maths complémentaires. Très bien. Alors, tu vas nous parler un petit peu, si ça t'embête pas, de ton orientation. Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as commencé en première à réfléchir, en terminale? Ça s'est passé comment pour toi, l'orientation, Manon? Alors, j'ai la chance entre guillemets d'avoir toujours une orientation assez claire. Donc dès la seconde, moi j'ai toujours été très concentrée sur Sciences Po, dès la seconde. Donc c'était un peu ma ligne rouge et entre guillemets à partir de ça, j'ai pu avoir plusieurs axes de réflexion. Mais donc, mon choix de spécialité a été plutôt simple, entre guillemets, puisque j'ai fait le schéma classique de vouloir reproduire une des anciennes filières, donc Mhm. pour mon cas, la filière ES. Donc, la GSP, ça m'est paru naturel parce que j'aimais vraiment l'histoire, d'autant plus qu'en seconde, j'ai une prof qui m'a vraiment motivée sur ça. La SES, pareil, j'étais très attirée par la sociologie, la science politique. J'en fais encore aujourd'hui, donc on va peut-être pouvoir en reparler. Ouais. Et pour les mathématiques, c'était plus pour l'idée de si jamais je voulais changer d'orientation, avoir quand même cette porte d'accès, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui encore, les maths, ça ouvre pas mal de portes. Mhm. Mais je savais déjà au fond de moi que je ne continuerais sans doute pas les maths en terminale, même Et, pas pas, avec le. et finalement, pas de maths en terminale quand on veut faire un parcours Et orienté voilà. autour des sciences politiques, c'est pas si grave et ça t'a pas empêché de réussir, tout à fait. Alors, évidemment, quand on veut, toi, tu voulais Sciences Po Paris, évidemment, mais Sciences Po Paris, c'est difficile, donc j'imagine que tu avais prévu des plans A, B, C, D, E, enfin, plein de plans de repli. Tu peux nous parler un petit peu de tes choix d'autres sujets? Oui, bien sûr. Alors, pour le coup, mes plans se sont vraiment dessinés en terminale. En seconde, première, j'étais vraiment, vraiment concentrée sur Sciences Po et je laissais tout le reste de côté. Et en terminale, je me suis quand même dit, bon, ça va peut-être être difficile, il faut quand même prévoir des backups. Donc, mes principales flambées sur Parcoursup, ça restait des prépas littéraires. Donc, ça, c'était vraiment pour la possibilité des sous-vœux, pour mettre des prépas parfois avec des taux d'admission très élevés pour quand même être sûr d'être pris quelque part à la fin. Et après, j'avais aussi plusieurs licences de sciences politiques. Donc, évidemment, la double licence sciences politiques, histoire de Panthéon-Sorbonne, là où je suis aujourd'hui. Et après, à retenir, j'avais aussi demandé l'ESPOL, qui Oui. devient de plus en plus connu aujourd'hui. Et aussi une licence en lettres, parcours renforcé à Poitiers. Selon moi, D'accord. mérite d'être plus connu. Et dans mes tout premiers vœux, j'avais le CPES, donc cycle d'études pluridisciplinaires, humanité de Henri IV.
Donc ça, D'accord. c'était vraiment mes principaux vœux. Ok. Et donc, dans les prépas littéraires, tu avais mis des prépas BL, c'est ça? Non, j'avais pris des prépas AL parce que j'avais peur qu'en ayant lâché les maths en terminale, Ah ce soit oui, rédhibitoire pour les prépas BL. Et comme je voulais, pour moi, les prépas, c'était vraiment mon plan B. Et je voulais quelque chose où je serais sûre d'être prise, donc j'avais pas envie de jouer la carte. On va voir si ça passe en maths. Je pense que ça aurait pu passer pour cette prépa, mais je préférais pas tenter le coup. d'accord. Je disais que je porter lettres, donc. D'accord. Et tu avais fait des vœux à l'étranger aussi? Alors oui, j'avais demandé deux universités canadiennes francophones, donc l'université de Laval et l'université de Montréal. Bon, c'est le plus connu. Et dans ces deux universités-là, j'avais demandé des parcours en études politiques internationales. Donc, et j'avais été acceptée dans les deux universités. D'accord, Donc, ça faisait un bon backup au cas où. d'accord. Donc, au final, tu as demandé Sciences Po Paris. Tu avais fait une prépa pour Sciences Po Paris aussi ou tu as travaillé uniquement de ton côté avec ton lycée? Alors non, j'ai pas fait de prépa parce que selon, bon, c'est mon avis, mais selon moi, depuis que Sciences Po Paris a abandonné son concours d'entrée, je pense que c'est tout à fait possible de préparer soi-même, surtout maintenant qu'on a beaucoup de moyens, entre guillemets. Donc, je pense par exemple à l'association SOS Sciences Po, qui aide beaucoup avec, moi j'avais eu recours à leur programme de binôme, et donc j'avais pu préparer des oraux avec eux, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on est uniquement centré sur Sciences Po Paris, c'est pas nécessaire. Pour les IEP, plus. Mais donc pas de prépa pour moi. D'accord, ok. Donc, toi, tu n'avais pas demandé les IEP de province, c'était Sciences Po Paris ou Sciences Po Paris. Oui, les IEP m'intéressaient moins. Pour moi, la formation est très similaire, mais je restais très centrée sur Sciences Po Paris et aussi sur Sciences Po Bordeaux. Et puis, je dois avouer que je préférais miser sur les formations avec admission sur dossier plutôt que sur concours. Parce que moi, je ne me sentais pas capable de préparer, entre guillemets, le bac, Parcoursup et un concours en plus. Oui, Je préférais miser sur le dossier. d'accord. Donc, au final, bon, bah, Sciences Po Paris, ça n'a pas marché, mais tu as eu quand même quelque chose d'assez prestigieux puisque tu as eu une double licence, c'est ça? C'est ça, en histoire et sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. D'accord. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de ton parcours, moi, je suis un peu perdue dans les doubles licences, les doubles diplômes, les bilicences. Tu peux m'expliquer un petit peu les différences? Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est assez technique. Je vais essayer de faire simple. Donc, pour commencer, une double licence, c'est quand on suit deux formations, deux licences dans une même université, ou par exemple dans mon cas Paris 1, alors qu'une bilicence, ça va être en général au sein d'un même établissement, mais ça va être deux formations pour un seul diplôme. Alors D'accord. que dans une double licence, j'aurai le droit en théorie à deux diplômes une fois que j'aurai fini la formation. Et enfin, pour un double diplôme, encore une fois, c'est deux formations, mais dans deux établissements différents. OK. Donc, avec des diplômes de deux universités Voilà, c'est ça. à la fin. OK. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, le principe d'une double licence, puisque c'est ce que tu fais? Voilà. Comment ça se passe? Quel type de cours? Comment ça se passe pour toi, une double licence? Alors, déjà, tiens à préciser que double licence, il y en a dans énormément de domaines. Donc, moi, je me suis concentrée sur l'histoire et la science politique, mais à Paris 1, il y en a énormément donc en histoire, sciences politiques, droit, économie, et même dans des domaines, entre guillemets, plus originaux. Je pense à, par exemple, cinéma, gestion, etc. Donc, le principe, c'est qu'on suit deux licences en même temps. Donc, avec à chaque fois les cours principaux des deux formations. Donc, ce D'accord. qu'on appelle des fondamentales, pour faire simple. D'accord. Et Donc, donc, sur le type d'enseignement, c'est assez classique par rapport à une licence normale. Donc, on a des cours en ce qu'on appelle des STEM, donc des cours magistraux, en amphithéâtre avec des maîtres de conférences, et ce qu'on a des TD, donc des travaux dirigés. Et ça ressemble un peu plus à ce qu'on peut avoir au lycée avec des classes bon, très nombreuses de 30 ou 40 élèves, où l'objectif, ça va vraiment être de développer le programme. Et donc, en double licence, on va avoir ça pour dans mon cas, des matières en histoire et des matières en sciences politiques. Donc, ça veut dire que tu as les mêmes cours que ceux qui font la licence histoire et les mêmes cours que ceux qui font la licence politique. Tu as deux fois, enfin, tu dois avoir un nombre d'heures incroyable alors. Alors, la particularité, c'est qu'en fait, on a surtout les cours principaux. Par exemple, alors, si on pour expliquer, en licence d'histoire simple, par exemple, ils vont avoir des matières fondamentales, des matières complémentaires et d'autres matières annexes. Et donc, nous, en double licence, on va récupérer que, en général, les matières fondamentales. D'accord. Donc, ça fait on cumule pas toutes les matières des deux licences, sinon ce serait impossible à gérer, Mhm. mais on cumule que des grosses matières des deux côtés. D'accord, je comprends. Mais ça te fait quand même pas mal d'heures de cours, non?
Alors, la particularité, je sais pas pour le coup si c'est propre à Paris, hein. Je pense que c'est peut-être le cas. Mais les nombres, enfin la charge de travail, que ce soit le nombre d'heures de cours ou la charge de travail personnelle, augmente au fur et à mesure de la double licence. Donc au fur et à mesure des semestres. Pour donner des chiffres que j'ai en tête, au premier semestre, par exemple, j'avais 250 heures de cours sur le semestre. Donc ça me Mhm. faisait 21h30 de cours. Donc en soi, pour quelqu'un qui sort du lycée, c'est très peu. Oui. Mais ça augmente. Et donc, par exemple, en L3, en troisième année, on passe à 350 heures de cours sur le semestre, avec donc des emplois du temps beaucoup plus proches des 30, 35 heures. Donc oui, ça augmente considérablement. Mais ils essayent quand même de nous ménager en première année pour pas trop nous faire peur. D'accord. Et donc, ouais. Ok, super. C'est quoi, à ton avis, les avantages de suivre un cursus en double licence? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup. Je vais essayer de résumer. Déjà, je pense que le premier point, c'est bien sûr la culture générale, parce qu'on étudie deux matières. Et quand même, les doubles licences sont construites pour étudier des matières qui sont complémentaires. Donc, moi, dans mon cas, l'histoire et la science politique, on se rend compte que c'est quand même assez facile de faire des liens entre les deux disciplines. Et donc, le premier gros avantage pour moi, c'est que ça vient, l'une des disciplines enrichit forcément l'autre. Et donc, on peut construire de vraies réflexions un peu plus poussées, que ce soit nous dans notre vie personnelle ou dans le cas de nos copies pendant les partiels, etc. Donc, je pense que c'est un premier avantage. Ensuite, ce qui vient à l'esprit, c'est forcément, on va dire, le prestige de suivre une double licence, puisque c'est à la différence des autres formations. Bon, on pourra en discuter, mais à la différence des autres formations, c'est une formation sélective. Donc, Mhm. on a une sélection sur dossier qui est faite. Donc, on a forcément des élèves qui sont de très bon niveau et les attentes des professeurs sont assez élevées. Et donc, en plus de ça, ça constitue un avantage. Par exemple, quand on veut postuler en master, c'est quelque chose qui est reconnu parce qu'en général, c'est apparenté à des élèves qui ne savent pas abattre, on va dire, une charge de travail assez conséquente, qui ont une double compétence, donc ça peut être valorisé. Et en plus, ça nous permet d'avoir une offre d'orientation qui est plus large. Parce que moi, à l'issue, je pourrais demander un master en histoire, un master en sciences politiques. Mm. Donc ça ouvre quand même pas mal de portes sur ce point-là. Ouais, ça c'est vrai. C'est clair, c'est vrai. C'est qu'au moins, t'es pas obligé dès la licence de te dire ouh là là, dans quoi je vais me spécialiser. Tu as encore le temps de Voilà, réfléchir et on tu as gagne encore du des vents. temps et on peut expérimenter un peu plus. Ouais, tout à fait. Est-ce que quand même tu vois des inconvénients à cette formation? Alors oui, j'en vois. Je dirais que le premier, bah, du coup, c'est la charge de travail, on en a un peu parlé. Il faut savoir que la charge de travail, je trouve, varie quand même beaucoup en fonction des périodes. Donc moi, il y a des semaines où je vais travailler 3 heures dans mon week-end et j'aurai le temps de boucler tout ce que j'avais à faire. Et au contraire, surtout quand on approche des partiels blancs, des partiels, moi, ça m'est arrivé pour préparer mes premiers partiels de faire 2, 3 semaines tous les jours, 7 heures, 18 heures non-stop pour essayer de préparer les choses. Donc ça dépend beaucoup des périodes. Et après, l'autre inconvénient, je dirais, c'est l'autonomie que ça demande d'être en double licence. Ça, c'est plutôt général à la fac, parce qu'il faut savoir que pour les cours magistraux, déjà, si on ne vient pas, ça gênera personne en soi. Et pour les TD, les profs ont énormément d'élèves. Donc déjà, par exemple, quelque chose qui fait bizarre, c'est qu'ils n'apprennent pas nos prénoms. Donc ça peut paraître bizarre au début, pour la plupart. Ça dépend des profs, mais pour la plupart. Et ensuite, ils sont pas derrière nous. Donc, par exemple, si un élève choisit de ne pas travailler, d'enchaîner les 3, les 4, les 5, personne ne lui fera de réflexion. Donc, c'est vraiment à nous de nous motiver et de vouloir travailler. C'est vraiment de la détermination et de la discipline personnelle. Toi, tu as déjà vu ou tu as déjà eu des camarades qui ont déjà abandonné parce que c'était justement trop de boulot, trop d'autonomie? Alors, j'en ai eu. C'était plutôt parce qu'on nous laisse la possibilité d'abandonner une de nos licences pour choisir de faire exclusivement de l'histoire ou exclusivement de la science politique. Et donc ça, c'est vraiment une possibilité qu'on garde tout au long de la formation. Donc même à la fin de la L2, certains élèves choisissent de lâcher une des deux disciplines. Donc si jamais on sent que c'est vraiment difficile. Des cas de personnes qui ont complètement abandonné, je ne crois pas que j'en connaisse, mais ça doit arriver aussi, Ouais, parce que c'est toute une question d'adaptation, etc. bien sûr. Alors, si on réfléchit maintenant un petit peu un peu plus loin, après la licence, les débouchés en général d'une double licence comme la tienne, alors évidemment, chaque double licence va avoir ses propres débouchés. Là, on va s'adresser sur ta double licence Histoire Sciences Po. On fait quoi après ce genre de cursus?
Alors, c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent. Et c'est vrai que ça peut paraître compliqué de se faire une idée sur les débouchés, mais il y en a vraiment énormément, que ce soit du côté histoire ou sciences politiques, et quand on combine les deux, encore plus. Donc, je vais essayer de synthétiser un peu. Donc, pour commencer, quelque chose qui est plutôt proche de l'histoire, ça va être tout ce qui est lié au domaine de la culture, du patrimoine, etc., etc. Et du côté de la science politique, on a vraiment énormément de débouchés. Donc, ça va être des choses comme, pour les plus classiques, les affaires nationales, donc assistant parlementaire, mais ça peut être des choses liées à la transition écologique, donc tout ce qui va vraiment être lié aux affaires de la France, dans notre cas. Les affaires internationales, bien sûr, donc pour le coup, des choses comme l'ONU, l'UNESCO, des ONG aussi, tout ce qui est développement, les métiers de la communication politique, dont on parle pas souvent, mais qui sont très intéressants. On a aussi, il faut que j'essaye de tout me remémorer. Oui, alors on peut aussi penser au métier de la recherche et de l'enseignement, pour le coup, qui sont, que ce soit du côté de l'histoire ou de la science politique, des domaines qui sont plutôt concernés. Le journalisme, où pour le coup, c'est très intéressant pour eux les profils des doubles licences, puisque les doubles compétences les intéressent vraiment. Et je pourrais continuer comme ça, il y en a vraiment énormément pour, on va dire qu'il y en a pour tous les goûts, et on peut vraiment garder la possibilité de se spécialiser en master en général, où on Donc, doit plutôt choisir une spécialisation plus poussée. donc, en master, tu restes à la fac ou alors tu peux penser réintégrer, ou enfin intégrer Sciences Po Paris ou aller dans une école de journalisme, par exemple. C'est possible, ça? C'est tout à fait possible. Alors, à Paris 1, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font le choix de rester parce qu'il faut dire que, comme dans la plupart des universités, ils vont avoir tendance à privilégier en master des élèves qui viennent déjà de chez eux parce qu'ils savent comment ils ont été formés, etc. Mais il y en a beaucoup aussi qui vont en école de journalisme. Sciences Po, ça arrive aussi. Et parfois aussi des universités à l'étranger, donc au Royaume-Uni, aux Pays-Bas aussi, en Belgique. Donc c'est vrai que il y a pas mal de possibilités quand même de quitter Paris 1 si on veut pouvoir se diversifier, surtout pour des formations qui sont pas forcément proposées en France. Alors, tu vois, ça m'amène une réflexion et je me dis finalement, quand on va choisir sa licence ou sa double licence, c'est quand même peut-être pas mal de aussi regarder les masters proposés par l'université parce que tu n'es pas la première à me dire que souvent, on continue en master dans la fac où on a été formé en licence. Et donc, quand on hésite entre deux licences ou entre deux diplômes, peut-être on peut se dire, tiens, c'est quoi les masters maison? Et ça peut permettre de faire un choix si on hésite. Tu vois, j'avais jamais pensé et ça peut être une bonne Voilà. idée. Franchement, moi, je me sens concernée parce que pour le coup, le choix d'orientation que j'ai fait à la fin, celui de la double licence, c'est vraiment un choix entre deux formations qui s'est fait sur ce critère-là. Les masters, parce que je me suis dit, ce sera toujours plus simple d'intégrer un master de l'université de là où tu viens. Et je savais que les masters de Paris 1 m'intéressaient plus. Donc, c'est vraiment ce qui a, pour le coup, motivé mon choix. Donc, je peux comprendre. Ouais, super conseil. Ben, vraiment, merci. J'y avais pas pensé avant, donc c'est super. On va finir, Manon, et j'aimerais, la question que je pose aux personnes à qui je m'entretiens en général, c'est est-ce que toi, tu auras un conseil pour aider les jeunes qui nous écoutent à trouver leur orientation? Alors, des conseils, j'en ai plusieurs. Le premier, c'est pour moi de vraiment essayer de diversifier les sources d'informations. Donc, bien sûr, il y a les forums de l'orientation, mais on n'y a pas tous accès. Moi, par exemple, je pense aux élèves qui ont des dom comme moi, où il n'y a jamais, en général, jamais de forum de l'orientation. C'est très rare. Mais on pense aussi, par exemple, moi, je pense beaucoup à l'ONICEP, qui sort, par exemple, presque tous les mois, il me semble, des magazines sur des thématiques, des métiers, donc dans différents domaines. Moi, j'en avais acheté plusieurs et c'est vraiment très utile, c'est très complet avec des témoignages, etc. Donc vraiment varier les supports, parler aussi avec des élèves si possible de la formation, ça aide vraiment beaucoup à se projeter parce qu'en soi, on peut visualiser des aspects qui ne nous viennent pas du tout à l'esprit quand on se renseigne sur cette formation-là. Et deuxième conseil qui me paraît très important, c'est essayer de, je sais que c'est difficile, mais essayer de relâcher la pression par rapport à l'orientation. Parce qu'il faut quand même se dire que c'est pas un choix définitif et que la réorientation, ça existe. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Donc c'est quelque chose dont on ne parle pas trop pour moi au lycée. Mais se réorienter une, deux, trois, quatre fois autant de fois que nécessaire, pour moi, c'est normal et ça peut être très utile tant que ça permet
de se sentir bien dans ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on fait. Donc, essayer de se détacher de cette idée qu'on va faire un choix définitif qui va nous mettre dans une petite case pour le reste de nos jours. Ouais, C'est pas tout à fait ça. tellement vrai. Et puis, tu vois, en entendant ce que tu me dis aussi, se dire que finalement, le choix de master va aussi permettre de donner une autre direction à la licence ou au choix que tu auras fait initialement. Donc, il y a plein d'opportunités et plein de portes qui restent toujours ouvertes, c'est sûr. Oui, c'est ça. Dernière question pour toi, Manon. Est-ce que tu as vu des personnes qui ont commis des erreurs assez importantes en orientation? Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu as eu l'impression parfois de commettre des erreurs? Bah, écoute, moi, j'en ai une d'erreur qui me vient tout de suite en tête, c'est le fait de vouloir trop se concentrer sur une formation. Moi, j'ai passé 3 ans, seconde, première, terminale, à vouloir intégrer Sciences Po. C'était ce que j'avais en tête, c'était ce que je voulais faire, et c'était pour moi, entre guillemets, non négociable. Donc, même si je le regrette pas, parce que pour moi, j'ai beaucoup appris en préparant Sciences Po, que ce soit sur la rédaction des écrits, qui je trouverais mais assez exigeante, sur la préparation de l'oral aussi, parce que je n'avais jamais fait d'entretien oral. C'était vraiment très utile, mais je pense qu'il faut savoir, on va dire, ouvrir ses horizons et pouvoir s'intéresser à plusieurs formations. Donc, c'est vrai que sur ça, pour moi, Parcoursup, c'est un gros avantage parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est avant tout quand même un outil de recherche. Donc, ça permet de trouver des formations similaires à ce que nous, on recherche. Et c'est toujours bien de vraiment essayer de s'intéresser un maximum, de chercher beaucoup de formations et toujours de garder en tête que chaque formation a ses avantages et que chaque formation a ses inconvénients. Donc, c'est vrai que Sciences Po, ça vend du rêve avec l'année à l'étranger, les stages, le parcours civique, etc. Mais il faut garder en tête que c'est une formation qui a ses inconvénients, comme partout, et Mhm. que toutes les autres formations ont leurs avantages. Donc, vraiment essayer de ne pas se mettre des œillères et de ne pas vouloir se concentrer sur une seule formation en disant soit ça ou rien. Moi, j'ai eu ces cas-là sur mon compte Instagram où beaucoup me disaient bah, c'est simple, ce sera soit Sciences Po, soit rien. Moi, je pense qu'on peut trouver d'autres formations qui nous correspondent et au final, peut-être qu'ils nous correspondent plus, même si à la base, c'est pas ce qu'on pensait. Donc, essayer de garder en tête que parfois, on va pas suivre le chemin auquel on pensait être destiné, mais que c'est très bien comme ça, parce qu'en soi, on va grandir et devenir peut-être quelqu'un de meilleur que si on avait suivi un autre chemin. Ouais, et puis finalement, peut-être se faire plaisir aussi, hein, tout à fait. Donc, tu as parlé rapidement de ton compte Instagram. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour ceux qui veulent préparer Sciences Po, ou je dirais même ceux qui veulent rédiger leur projet de formation motivé, qui veulent des conseils sur Parcoursup, il y a vraiment, tu as passé un temps fou l'année dernière, à mon avis, à rédiger ces posts. Et allez-y, quoi. Donc, je mettrai ton compte dans les notes de l'épisode, mais il s'appelle donc Manon Studi, c'est ça? C'est ça. Et ouais, vraiment bravo pour la qualité. Je sais que cette année, c'est un petit peu plus difficile pour toi de faire des productions, mais celle de l'année dernière, moi, je les partage très, très régulièrement encore avec mes élèves que je suis en accompagnement, avec mes étudiants aussi. Bravo, Manon, vraiment, ils sont Bah, top. écoute, ça me fait vraiment plaisir et je me permets de rajouter n'hésite pas, s'ils en ont envie, à m'envoyer des messages sur Instagram. En général, je réponds, parfois je mets du temps, mais je finis toujours par répondre et c'est des questions, des conseils, etc. Moi, ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter et de pouvoir aider, surtout pour en ce moment des élèves qui sont en terminale, qui sont en plein dans la procédure Parcoursup, et de pouvoir un peu les guider sur quelque chose que j'ai moi-même traversé, qui n'est pas forcément facile. Donc, qu'ils n'hésitent pas surtout. Très bien. Bah, écoute, je mettrai toutes les références. Et puis, oui, je confirme, tu réponds. Et tu réponds toujours très gentiment. Très bien. Bah, écoute, je vais te laisser retourner à tes révisions ou à ta vie d'étudiante. Je te remercie de m'avoir accordé du temps. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci Au revoir, beaucoup. Manon. Au revoir. Merci, au revoir. J'ai beaucoup apprécié cet entretien avec Manon. Elle a vraiment fait preuve de générosité. Puis ça m'étonne pas parce que quand on voit son compte Instagram, on comprend que Manon, elle aime beaucoup partager, elle aime beaucoup aider. Je crois que c'est ce qu'elle a fait avec nous aujourd'hui. Pour moi, j'ai 4 idées que je vais vraiment garder avec moi. La première, c'est que on peut entrer dans une formation très sélective, comme la double licence à la Sorbonne, un taux d'accès à 11%, on peut dire quand même que c'est une formation très sélective. Donc on peut rentrer dans une formation très sélective en laissant tomber les maths. Donc ça, c'est vraiment un message fort pour les élèves que j'ai qui se disent oh là là, je ne sais pas, mais pour moi, c'est est-ce que je garde les maths pour aller faire Sciences Po, etc. Non, d'accord, on peut faire des formations très sélectives sans garder les maths. Il n'y a pas de souci. En tous les cas, en sciences politiques, ça marche bien. La deuxième idée, c'est que la double licence, ça peut être une formation très intéressante pour ceux qui n'ont pas envie de se spécialiser tout de suite, qui ont envie de se laisser des portes ouvertes, qui ont envie de se donner le choix. Et maintenant, elle nous a dit, en fait, hein, si vraiment on se rend compte que c'est trop,
il y a la possibilité d'abandonner une des 2 licences au cours des 3 années. Puis si on a le courage d'aller jusqu'au bout et la capacité d'aller jusqu'au bout, et bien là aussi, au niveau de ces masters, on va se donner pas mal de chances de pouvoir rentrer dans des masters très qualitatifs. La troisième idée que j'ai beaucoup appréciée, et là j'avoue que ça me fait regarder mes conseils en orientation d'une manière un peu différente, c'est qu'on va choisir sa licence ou sa double licence en fonction des masters de l'université. Alors c'est vrai que si tu hésites entre plusieurs licences, regarder la formation en master de ton université, ça peut être un élément, en tous les cas, un critère de choix. Alors après, il faut être honnête, hein, pour que ton université te sélectionne, il va falloir que tu sois très bien classé dans ta licence ou dans ta double licence. N'empêche que tu es déjà à l'intérieur de l'établissement, donc ça peut être un élément qui va te favoriser. C'est clairement pas une garantie, mais ça peut te favoriser. Et la dernière chose, c'est de ne pas se focaliser sur un seul vœu. Manon, je le sais, l'année dernière, elle voulait absolument Sciences Po Paris. Donc au départ, ça a été un petit peu difficile quand elle a compris qu'elle n'irait pas. Et je crois qu'elle nous partage son expérience et on va apprendre avec elle que même si on a un vœu très très cher, ben voilà, tous les chemins mènent à Rome au bout d'un moment quand on est brillant comme elle. Hein. Donc bon, ok, elle n'a pas fait Sciences Po Paris pour l'instant, elle le fera peut-être après. Et en tous les cas, diversifier ses choix, c'est quelque chose qui est important pour tous les élèves qui vont faire des vœux dans Parcoursup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. N'hésite pas à me mettre des étoiles dans Apple Podcast et à partager surtout si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!